bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Salutations et introduction au voyage des épices. Bienvenue dans ce récit où je vous invite à parcourir avec calme et attention un chemin fascinant, celui des épices, de leurs humbles débuts dans les terres lointaines de l'Inde jusqu'à leur arrivée en Europe, un continent avide de saveurs nouvelles. Ce voyage historique, précis et documenté, explore des millénaires de pratiques commerciales, de rencontres humaines et de transformations culturelles. Sans chercher à impressionner par des tournures poétiques, mais en présentant des faits clairs et vérifiables, nous allons découvrir ensemble comment des graines et des graines odorantes ont changé le cours de l'histoire par leur valeur et leur utilité. Les épices, depuis l'Antiquité, ont été parmi les produits les plus prisés sur les marchés du monde. Utilisées sous diverses formes pour parfumer les aliments, soigner les maux ou même servir de symbole de richesse, elles ont occupé une place centrale dans les échanges commerciaux. Parmi toutes, l'origine géographique la plus célèbre reste l'Inde, où des épices variées telles que le poivre noir, la cannelle et le gingembre poussaient en abondance. Ces plantes aromatiques étaient souvent cultivées dans des conditions spécifiques, associées à des savoir-faire transmis de génération en génération dans différentes régions du sous-continent. Le commerce des épices en Inde a évolué sur plusieurs milliers d'années, intégrant des dynasties successives et s'adaptant aux évolutions du marché local et international. Des routes terrestres et maritimes ont été progressivement établies, reliant les champs d'épices aux ports d'exportation principaux. Des marchands locaux ont commencé à transporter ces précieuses denrées vers l'ouest, à travers l'Asie centrale, puis vers la Méditerranée. Ainsi, dès la fin du premier millénaire avant notre ère, plusieurs grandes civilisations avaient accès à ces produits, souvent considérés comme des trésors, en raison de leur rareté et de leur puissance aromatique. Les écrits anciens témoignent de l'importance de ces denrées dans les sociétés d'antan. Par exemple, les textes égyptiens mentionnent l'usage de la myrrhe et de l'encens, des substances proches des épices, tandis que les Romains importaient du poivre noir qu'ils appelaient piparum. Ce commerce a permis l'apparition de relations complexes entre peuples éloignés, avec des échanges qui mélangeaient non seulement produits, mais aussi savoir et idées. La demande européenne pour ces plantes aromatiques n'a cessé de croître, créant un réseau commercial étendu qui a façonné une partie importante de l'économie mondiale. Ce trajet exceptionnel des épices n'aurait jamais pu exister sans la contribution des nombreux intermédiaires, marchands et navigateurs, qui ont bravé mer et terre inconnues. Ces hommes et femmes, souvent anonymes dans les récits historiques, ont su négocier, transporter et conserver les épices dans des conditions parfois difficiles. Leurs voyages ont créé des ponts entre civilisations et ont offert aux consommateurs européens un accès à des saveurs inédites, enrichissant ainsi la gastronomie et la médecine du vieux continent. L'Inde, véritable berceau des épices, présente une diversité climatique et géographique qui permet la culture d'un large éventail de plantes aromatiques. Du sud tropical aux régions plus tempérées, chaque zone produit des variétés spécifiques, souvent exploitées par des populations locales connaissant parfaitement les cycles naturels des plantes. Ces connaissances traditionnelles ont été cruciales pour maintenir la qualité et la quantité des épices destinées à l'exportation, contribuant à leur prestige à l'échelle mondiale. Au fil des siècles, la transmission de ces savoirs a parfois donné lieu à des innovations dans la culture et la transformation des épices. Par exemple, certaines techniques de séchage ou de broyage étaient perfectionnées pour conserver la saveur et les propriétés médicinales. Ces pratiques ont été reprises par des artisans indiens qui ont joué un rôle central dans la préparation des lots exportés.
répondant ainsi aux critères de qualité exigés par les commerçants étrangers. La route maritime a progressivement supplanté les chemins terrestres, car elle permettait un transport plus rapide et en plus grande quantité. Les ports du sud de l'Inde devinrent ainsi des plaques tournantes de ce commerce. C'est à partir de ces escales que les épices furent acheminées vers des régions aussi variées que le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est ou l'Europe. Les grandes puissances maritimes médiévales, notamment les marchands vénitiens, ont contribué largement à la distribution vers le nord et l'ouest du continent européen. Cette étape du voyage connut de nombreuses péripéties, liées à la rivalité entre différents groupes marchands et aux aléas des traversées. Chaque cargaison était précieuse et suscitait jalousie et convoitise. Les grandes familles de commerçants contrôlaient souvent des portions entières du commerce des épices, imposant leurs règles et leur influence. Ce phénomène contribua à la naissance de véritables empires économiques, dont les répercussions furent visibles bien au-delà du cadre strictement commercial. En Europe, ces produits exotiques prirent des rôles variés. Ils étaient utilisés pour rehausser la saveur des plats, bien sûr, mais aussi en médecine, où les épices étaient parfois prescrites comme remède naturel contre différents maux. Leur coût élevé leur conférait un statut social, puisque seuls les plus riches pouvaient en disposer librement. Cette réalité a favorisé le développement d'un commerce de luxe, distinct des échanges de masse, qui contribuait à la distinction sociale. Le chemin des épices illustre ainsi un échange culturel autant qu'économique. Il nous rappelle les liens invisibles qui unissent des continents et des peuples, ainsi que la manière dont une simple graine peut influencer des générations entières. La mondialisation, bien que perçue souvent comme un phénomène récent, trouve ici l'un de ses premiers exemples concrets dans l'histoire humaine. La curiosité des hommes pour les goûts nouveaux, le goût de l'aventure et la recherche de bénéfices ont façonné cet univers complexe. Enfin, l'attention portée aux détails du commerce des épices révèle aussi des aspects moins connus, comme l'impact sur les sociétés de production. Les cultures intensives existaient déjà, soumettant certaines régions à des contraintes économiques et écologiques. Ces phénomènes préfigurent des problématiques modernes et nous incitent à mieux comprendre les conséquences de nos choix sur le plan global. C'est une leçon d'humilité qui émerge avec douceur de ce récit paisible sur l'histoire des échanges. Ainsi, nous concluons cette introduction qui plante le décor d'une épopée millénaire. Le voyage des épices d'Inde vers l'Europe est une chronique faite de découvertes, de savoirs partagés et d'obstacles surmontés. Il ouvre la voie à 12 chapitres où nous explorerons en détail les différents aspects de ce périple captivant, entre géographie, économie, société et culture. Je vous invite à continuer cette exploration avec moi, dans une atmosphère tout aussi calme et instructive, pour mieux comprendre comment une poignée d'épices a traversé les âges et façonné nos mondes. Les origines anciennes des épices en Inde. Les premières traces de l'utilisation des épices en Inde remontent à plusieurs millénaires avant notre ère, témoignant d'une tradition ancienne profondément ancrée dans la vie quotidienne de cette région. Dès la civilisation de la vallée de l'Indus, il existe des preuves archéologiques qui révèlent l'emploi de diverses épices pour leurs propriétés aromatiques, médicinales et rituelles. Parmi ces trésors naturels, la cannelle, le curcuma, le poivre noir et le gingembre occupaient une place de choix, non seulement dans la cuisine, mais aussi dans les pratiques thérapeutiques. La cuisine indienne ancienne utilisait ces épices d'une manière qui allait bien au-delà du simple assaisonnement. Elle participait à la conservation des aliments, offrant une protection contre le développement rapide des bactéries dans un climat tropical. Les textes védiques, qui forment la base de nombreuses connaissances traditionnelles, mentionnent régulièrement les épices comme élément essentiel dans la préparation des repas quotidiens. Par exemple, le curcuma était reconnu pour ses qualités purifiantes et antioxydantes, intégré dans les recettes depuis plusieurs milliers d'années, montrant un savoir ancestral
sur la santé liée à l'alimentation. Parallèlement à leur rôle culinaire, les épices jouaient un rôle fondamental dans la médecine ayurvédique, une des plus anciennes médecines traditionnelles au monde. Cette médecine s'appuyait sur une approche holistique, reliant corps et esprit, où les épices avaient un pouvoir thérapeutique majeur. Le poivre noir, par exemple, considéré comme un agent chauffant, était utilisé pour stimuler la digestion et améliorer la circulation sanguine. Le gingembre, quant à lui, était largement employé pour ses effets anti-inflammatoires et son aptitude à soulager diverses affections respiratoires. Les épices avaient également une dimension spirituelle et culturelle importante. Dans de nombreuses cérémonies religieuses, elles servaient à purifier l'air et à honorer les divinités. Les rituels védiques intégraient des substances aromatiques issues des plantes épicées, parfois sous forme d'encens ou mélangées à d'autres ingrédients dans les offrandes. Ainsi, les épices transcendaient le simple usage pratique pour devenir des symboles de pureté et de protection, accentuant leur valeur dans la société ancienne. À travers ces siècles, les routes commerciales locales permirent la diffusion progressive des épices au sein de l'Inde, reliant les différentes régions et cultivant une diversité impressionnante de saveurs et d'usages. Les marchands et agriculteurs indiens étaient les premiers gardiens de ces trésors aromatiques, sélectionnant avec soin les meilleures variétés et développant des méthodes de culture adaptées au climat et au sol particulier du sous-continent. Cette maîtrise agronomique allait plus tard influencer toute la chaîne d'approvisionnement à l'échelle internationale. L'importance des épices dans la vie quotidienne indienne ne pouvait être dissociée d'un savoir-faire culinaire exceptionnel. Les textes anciens, tels que le Manasolasa, un traité du XIe siècle, décrivent de nombreuses recettes où les épices apportent complexité et profondeur au plat. Les combinaisons étaient soigneusement étudiées, associant cardamome, clou de girofle, fenouil et curcuma, créant des mélanges uniques qui reflétaient la diversité régionale et sociale. Ces saveurs accompagnaient aussi bien les repas royaux que la cuisine des villageois, affirmant la présence omniprésente des épices dans chaque foyer. Au fil de l'histoire, certains personnages historiques se distinguent par leur lien étroit avec les épices. Par exemple, Chandragupta Maurya, un empereur du IVe siècle avant notre ère, participa à l'essor des échanges commerciaux de ces précieuses plantes. Sous son règne, la ville de Pataliputra devint un centre névralgique pour le commerce des épices, consolidant la place de l'Inde dans le réseau d'échanges à travers l'Asie. Cette dynamique commerciale allait bien au-delà des frontières, préparant le terrain pour la future expansion vers l'Occident. Bien que les épices soient originaires de l'Inde, leur usage et valeur sont rapidement reconnus dans les civilisations voisines. Les Perses, les Mésopotamiens et plus tard les Grecs adaptèrent ces produits dans leurs propres pratiques culinaires et médicinales. Les écrits d'Hippocrate et de Dioscoride mentionnent parfois le gingembre et la cannelle importés d'Orient, preuve du début du rayonnement international des épices indiennes. Cette reconnaissance extérieure renforce leur importance tout en enrichissant leur histoire au-delà du cadre local. Les routes de commerce maritime, utilisant surtout l'océan Indien, prenaient de plus en plus d'ampleur dès le premier millénaire avant notre ère. Les marins et marchands indiens naviguaient vers les côtes de l'Afrique de l'Est, de la péninsule arabique et plus loin jusqu'à la Méditerranée, transportant leurs précieuses épices. Ce réseau maritime devint la colonne vertébrale du commerce mondial, unissant les continents par le biais des odeurs, des goûts et des savoirs liés aux épices. Ce commerce ouvrira la voie aux échanges entre l'Inde et l'Europe. Par ailleurs, la demande européenne pour ces produits exotiques ne cessait de croître, principalement à cause de leur rareté et de l'attrait des nouvelles saveurs. Les épices indiennes, en particulier, étaient considérées comme des symboles de richesse et de prestige. Elles jouaient un rôle économique crucial dans la formation des premiers empires commerciaux européens à partir du Moyen Âge.
Ce phénomène allait être au centre de nombreuses quêtes et découvertes, influençant la géopolitique mondiale pour plusieurs siècles. Les méthodes de récolte et de préparation des épices, perfectionnées depuis des siècles en Inde, nécessitaient un grand savoir-faire manuel et une connaissance approfondie des saisons et des cycles naturels. Les petits producteurs faisaient preuve d'une habileté exceptionnelle pour conserver la qualité aromatique des épices tout au long de leur transformation, souvent en combinant tradition orale et savoir technique. Ce patrimoine artisanal resta un secret jalousement gardé, valorisé à travers le temps par les différentes générations. Enfin, la transmission de ces connaissances sur les épices s'est faite en grande partie à travers les textes anciens écrits en sanskrit, mais aussi par l'intermédiaire des récits populaires et des pratiques familiales. Cette mémoire collective imprégnée d'expériences quotidiennes donna naissance à une culture des épices riche et multidimensionnelle qui dépasse la simple dimension alimentaire. Ainsi, chaque épice possédait sa propre histoire, ses usages spécifiques et sa place unique dans le vaste univers indien. En résumé, les origines des épices en Inde révèlent un univers complexe mêlant gastronomie, médecine, religion et commerce. Ces racines anciennes constituent le socle indispensable pour comprendre leur rôle déterminant dans le développement des échanges mondiaux. En suivant ce parcours fascinant, nous pourrons appréhender plus profondément la manière dont ces trésors aromatiques ont voyagé à travers les mers et les hommes, façonnant peu à peu le lien entre l'Orient et l'Occident. La suite de cette exploration nous conduira à découvrir comment ces épices ont franchi les frontières indiennes pour s'implanter durablement en Europe. Le commerce local et l'importance des routes terrestres. Le commerce des épices en Inde ancienne reposait avant tout sur un réseau complexe de routes terrestres reliant les diverses régions du sous-continent. Ces voies, parfois empruntées depuis des millénaires, permettaient la circulation des précieuses marchandises entre les zones de production et les marchés locaux ou internationaux. Les épices telles que le poivre, la cardamome, le curcuma et la cannelle étaient transportées méthodiquement sur des centaines de kilomètres, souvent à dos d'éléphants ou de chameaux. Le cheminement des épices n'était pas une simple mobilité de produits, mais un véritable système économique et culturel. Chaque région engagée dans ce commerce participait activement à cette chaîne d'échange, que ce soit en cultivant, en transformant ou en négociant ces denrées rares. Des villes comme Madurai, Ujjain ou encore Taxila étaient des nœuds essentiels, où se rassemblaient marchands, caravanes et voyageurs venus des 4 coins du sous-continent. Les routes terrestres indiennes présentaient plusieurs grands axes correspondant à des corridors commerciaux bien établis. L'un des plus anciens s'étendait du sud-est à l'ouest, reliant les plantations du Kerala au port de Muziris, puis prolongeant les échanges vers l'Arabie et l'Afrique de l'Est. Au nord, les routes passaient par les plaines du Gange et le plateau du Décan, avant de rejoindre la vallée de l'Indus et au-delà, vers l'Asie centrale. Les marchandises voyageaient souvent en caravanes organisées, composées de cargaisons de sacs d'épices, d'objets artisanaux et de tissus précieux. À leur tête, des chefs de caravane expérimentés veillaient à la sécurité des marchandises contre les bandits et aux négociations avec les différentes autorités locales. Leur connaissance des chemins et des conditions saisonnières était décisive pour la réussite du commerce. Parallèlement au transport, plusieurs techniques d'emballage et de conservation étaient employées pour préserver la qualité des épices. Les graines et les feuilles étaient souvent enveloppées dans des feuilles de palmier ou des tissus fins, puis séchées pour éviter la moisissure. Cette attention à la qualité était primordiale, car les acheteurs attendaient des produits d'excellence, reflet du prestige et de la rareté de ces ressources naturelles. Le commerce local était aussi accompagné d'une intense activité de troc entre les différentes régions. Les marchands échangeaient des épices contre des objets métalliques, des pierres précieuses, des tissus de soie ou encore des produits agricoles. Cette dynamique
créaient un réseau économique interconnecté, favorisant l'essor de plusieurs cités et la diversification des produits disponibles. De plus, les routes terrestres servaient non seulement aux échanges commerciaux, mais elles étaient également des vecteurs culturels. Les marchands partageaient leur savoir, leurs techniques agricoles et artisanales, contribuant ainsi à une diffusion mutuelle des pratiques. La circulation des épices coïncidait souvent avec celle des idées religieuses, scientifiques et artistiques, rendant ces axes essentiels dans l'histoire de l'Inde. Les archives archéologiques et les textes anciens témoignent de l'importance grandissante des routes terrestres aux alentours du 1er millénaire avant notre ère. L'Arthashastra, traité indien de politique économique et de gestion, mentionne déjà l'organisation rigoureuse du transport terrestre des biens précieux, mettant en lumière les catégories de marchands, les taxes et les protections mises en place. Le développement de ces routes favorisa la spécialisation régionale des productions. Certaines zones se concentrèrent sur la culture du poivre et du gingembre, d'autres sur la cardamome ou la muscade. Cette division du travail permit d'optimiser les ressources naturelles et de mieux répondre aux demandes des marchés locaux ou étrangers, contribuant à une économie florissante souvent sous-estimée. Parmi les figures marquantes de ce commerce, Arjuna, un marchand de la ville de Pataliputra, illustre parfaitement cette époque. À travers ses voyages fréquents, il collectait des épices dans les collines du sud et les convoyait vers les rives du Gange, où il les échangeait contre des tissus et de l'or. Sa route passant par les contreforts de l'Himalaya est aujourd'hui encore étudiée comme un modèle des itinéraires commerciaux anciens. Les fonctions de ces routes surpassaient la simple logistique. Elles assuraient une continuité entre les saisonniers et reliaient les marchés importants à des communautés plus isolées en milieu rural. Ce maillage facilitait une diffusion régulière des épices, mais aussi des informations commerciales et des innovations agricoles, essentielles à la pérennité du système. Les échanges au sein de l'Asie du Sud, initiés sur ces sentiers terrestres, finirent par atteindre les ports principaux des côtes occidentales et orientales. Ces points de convergence devenaient les passerelles vers les vastes réseaux maritimes, descendant jusqu'à l'océan Indien. Ainsi, le commerce local des épices en Inde ne s'arrêtait jamais à une simple vente régionale, mais annonçait leur diffusion plus large vers l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe. Il est aussi important de noter la gestion politique et sécuritaire des routes terrestres. Les gouvernements locaux mettaient en place des contrôles stricts afin de sécuriser les passages. Des postes de garde et des installations de ravitaillement étaient parfois instaurés, garantissant la sécurité des caravanes sur des trajets longues distances. Ces mesures étaient indispensables pour protéger cette économie florissante. Les marchands devaient également composer avec des conditions naturelles variées et parfois difficiles. La saison des moussons changeait les obstacles sur les chemins et obligeait à planifier précisément les départs ou les arrêts. Ces paramètres avaient un impact direct sur les prix des épices, rendant les voyages à la fois risqués mais parfois très profitables. À mesure que le commerce terrestre se consolidait, des légendes sur les origines des épices et leurs vertus médicinales circulaient parmi les populations. Ces récits, souvent transmis oralement, entraient en synergie avec les pratiques spirituelles locales, renforçant l'aura mystique des épices et leur symbolique dans la vie quotidienne. L'étude des vestiges matériels montre que ces routes terrestres traversaient également de nombreux sites religieux et religieux, où voyageaient pèlerins et marchands. La rencontre de ces groupes favorisait un échange culturel intense, enrichissant les perspectives de tous sur la nature, la santé et le commerce. Par ailleurs, l'impact environnemental de cette intense circulation commerciale ne peut être ignoré. La demande accrue d'épices entraîna le renouvellement des méthodes agricoles, l'aménagement des sols et parfois la déforestation. Toutefois, ces pratiques étaient souvent intégrées dans une gestion durable des ressources, combinant les besoins économiques
et le respect des écosystèmes. Avec le temps, les routes terrestres constituèrent le socle d'un réseau commercial intégré où se mêlaient échanges locaux et ambitions internationales. Cette organisation complexe permit aux épices indiennes de rayonner bien au-delà des frontières nationales, posant les bases des échanges mondiaux à venir. Ainsi, le commerce local des épices à travers les routes terrestres indiennes est une histoire de patience, de savoir-faire et d'adaptation. Il révèle l'effort collectif de multiples acteurs, des cultivateurs aux marchands, des autorités locales aux voyageurs, tous impliqués dans ce panorama économique qui façonna l'histoire commerciale de l'Inde. Cette exploration du passage des épices par les voies terrestres prépare à comprendre leurs voyages ultérieurs, notamment par les routes maritimes, qui ouvriront de nouvelles perspectives et échanges dans les siècles suivants. Continuons donc notre récit en abordant la navigation en mer et son rôle dans la diffusion des trésors de l'Inde vers d'autres continents. L'essor des routes maritimes en direction de l'Ouest. Au fil des siècles, les échanges commerciaux entre les civilisations de l'Inde, de l'Arabie et de la Méditerranée ont connu une transformation profonde grâce au développement progressif des routes maritimes vers l'Ouest. Ces routes n'étaient pas simplement des voies de transport, mais des carrefours où les cultures, les technologies et les marchandises se mêlaient pour façonner l'histoire du commerce mondial, notamment celui des épices. L'océan Indien est devenu le théâtre d'une dynamique économique et géopolitique nouvelle. Les premières expéditions maritimes entreprises par les marchands indiens ont jeté les bases de réseaux complexes reliant la côte est africaine, le sous-continent indien, les péninsules arabiques et les ports méditerranéens. Auparavant, le commerce terrestre, bien que vital, présentait de nombreuses contraintes liées aux distances, aux conditions climatiques et aux multiples étapes de transbordement. Avec l'apparition de navires adaptés aux longues traversées, les marins ont peu à peu gagné en assurance et en maîtrise des vents et des courants marins, essentiels pour naviguer sur des trajets aussi vastes que périlleux. La navigation vers l'ouest depuis l'Inde a connu un essor particulier à partir du 1er siècle avant notre ère, grâce notamment à la maîtrise des vents saisonniers appelés moussons par les marins arabes et indiens. Ces vents favorables permettaient de traverser l'océan Indien en un temps bien moindre que par la route terrestre, facilitant ainsi les échanges et augmentant le volume des marchandises transportées. La contrebande d'épices est devenue un élément clé de cette économie maritime, avec notamment la cannelle, la muscade, le poivre et le clou de girofle hautement prisés en Arabie et dans les grands ports méditerranéens. La ville portuaire d'Alexandrie, sur la Méditerranée, s'imposa comme un nœud stratégique essentiel entre l'Orient et l'Occident. Elle joua un rôle de plaque tournante pour la redistribution des épices indiennes vers l'Europe et le bassin méditerranéen. Les marchands y établissaient des comptoirs, échangeant les précieuses cargaisons contre de l'or, de l'argent et d'autres biens rares. Par ailleurs, la prospérité de ces voies maritimes suscita l'intérêt des puissances de l'époque, qui cherchèrent à contrôler ces routes afin d'assurer le monopole du commerce des épices. Les échanges ne portaient pas uniquement sur le commerce matériel. Ils favorisèrent la diffusion des savoirs, des techniques de navigation et des innovations culturelles. Ainsi, les instruments de navigation tels que l'astrolabe et la boussole furent perfectionnés à mesure que les marins exploraient et sécurisaient ces longues traversées. Les récits de voyages consignés par des marchands et des voyageurs comme Ptolémée ou même plus tard Marco Polo témoignent de l'importance de ces circuits commerciaux pour la compréhension du monde à l'époque. Les liens entre l'Inde et la péninsule arabique restèrent particulièrement étroits, car les Arabes jouaient un rôle de médiateur dans la transmission des épices. Les ports de la côte est africaine, comme Mombasa et Kilwa, participèrent à cette chaîne logistique en servant de halte commerciale et de centre de transit, facilitant le passage des cargaisons vers les marchés arabes puis méditerranéens. Ce réseau maritime englobait ainsi une large part du littoral africain.
multipliant les points de contact et d'échange diversifiés. Le contraste entre ces routes maritimes et les anciennes pistes terrestres est saisissant. Là où le commerce par voie terrestre reposait souvent sur des caravanes et des passages à travers des territoires instables, les navires pouvaient parcourir rapidement d'énormes distances, transportant de plus grandes quantités d'épices, tout en assurant une meilleure sécurité contre les brigandages. Cette transformation fut un moteur essentiel de la mondialisation naissante et de l'émergence d'un commerce intercontinental dynamique et prospère. Les royaumes indiens, conscients de la valeur stratégique de ces voyages, investissaient dans la construction de flottes et dans la formation de marins expérimentés. Le Maharaja Chandragupta, quelques siècles avant notre ère, encouragea le développement des échanges maritimes, comprenant que ces routes étaient la clé pour augmenter la richesse du royaume. Ces efforts donnèrent naissance à une marine marchande capable de rivaliser avec les peuples arabes et austronésiens actifs dans la région, renforçant la position de l'Inde comme centre commercial majeur. En parallèle, les populations locales longeant la côte est africaine développèrent des ports et cultivèrent des liens commerciaux qui perdurèrent pendant des siècles. Ces collectivités tirèrent profit de la route maritime en s'adaptant aux besoins et aux exigences des marchands et marins venus d'Orient, créant ainsi un véritable espace d'échange multiculturel qui préfigurait les grandes routes commerciales modernes. Les technologies navales évoluèrent alors rapidement. Les boutres, embarcations à voile triangulaire, devinrent le moyen privilégié des navigateurs arabes et indiens. Leur capacité à exploiter les vents de la mousson permit de structurer un calendrier précis des départs et des arrivées, optimisant ainsi le commerce des épices. Cette synchronisation avec les phénomènes naturels fut sans doute une des plus grandes innovations de l'époque, garantissant la régularité des échanges et la stabilité économique des zones concernées. Les répercussions du commerce maritime de ces épices furent profondes dans les sociétés méditerranéennes. L'introduction régulière de ces saveurs exotiques contribua à modifier les habitudes alimentaires et les pratiques culinaires, stimuler la demande et les imaginations des consommateurs. De plus, les profits engendrés par ce commerce favorisaient le financement d'autres explorations et la construction de grandes infrastructures portuaires. L'importance de la mer Rouge dans ce commerce ne saurait être sous-estimée. Elle représentait une voie d'accès naturelle entre la mer Méditerranée et l'océan Indien via la péninsule arabe. Les cités telles que Coptos en Égypte et Zafar dans l'actuel Yémen jouèrent un rôle majeur en tant que point de départ des caravanes terrestres rejoignant les ports voisins. Ce système combinant transport maritime et terrestre illustrait la complexité et la sophistication des réseaux commerciaux antiques. Ainsi, le développement des routes maritimes vers l'ouest à partir de l'Inde forma un ensemble organisé et performant d'échanges commerciaux. Ce réseau permit non seulement le transfert des épices, mais aussi la diffusion des idées, des matériaux, des croyances religieuses et des techniques. Il ouvrit la voie à une ère nouvelle dans les relations entre l'Orient et l'Occident. Progressivement, l'émergence de puissances navales comme l'Empire perse et plus tard les États arabes musulmans modifia la cartographie de ces flux commerciaux. Leur contrôle stratégique sur les détroits et les ports permit d'imposer des taxes et d'obtenir des privilèges exclusifs, accentuant la centralisation du commerce des épices. Ces transformations économiques et politiques encouragèrent également la recherche de nouvelles routes maritimes, cherchant à contourner certains intermédiaires et à réduire les coûts. Le commerce des épices devint ainsi un moteur géopolitique majeur, favorisant les alliances entre royaumes et parfois les conflits pour la maîtrise des zones stratégiques. Cette situation donna un nouvel élan à l'exploration maritime et à l'innovation technique, fertile en découvertes et ambition, jetant les bases pour les grandes aventures maritimes des siècles suivants. Ces routes maritimes ne furent pas fermées aux seuls produits de luxe. Elles permirent aussi la circulation de produits de première nécessité, de métaux précieux, mais aussi d'informations.
Les marchands rapportèrent des nouvelles sur les conditions économiques, les événements politiques et même les phénomènes naturels, transformant ces échanges en un puissant vecteur de connaissances globales. Les historiens contemporains estiment que l'essor des routes maritimes vers l'ouest contribua à créer une véritable première mondialisation. Cette période d'interconnexion entre continents favorisa une prospérité partagée, mais aussi des évolutions culturelles profondes, modifiant durablement le visage du commerce, de la navigation et des relations internationales. À mesure que la maîtrise des techniques navales se perfectionnait, les voyages se faisaient plus réguliers et plus sûrs. Les populations riveraines participaient activement à cette dynamique, développant infrastructures et services adaptés aux besoins grandissants des marchands. Ces transformations se percèrent jusque dans les arts et les sciences, dont certaines disciplines, comme la cartographie, progressèrent grâce à ces échanges intensifs. En conclusion, les premières grandes expéditions maritimes, parties d'Inde vers l'ouest, ont fait bien plus que transporter des épices. Elles ont été le catalyseur d'un réseau économique, culturel et politique dont les répercussions se sont fait sentir pendant des siècles. Ces anciennes routes ouvrent la voie à une compréhension plus profonde des liens historiques entre continents et des stratégies qui ont façonné le monde. Cette histoire complexe et fascinante trouve maintenant un prolongement dans les chapitres suivants. Les grandes civilisations intermédiaires et leur rôle dans la diffusion des épices. Les grandes civilisations intermédiaires ont joué un rôle fondamental dans la diffusion des épices d'Orient vers l'Occident, servant de passerelle cruciale entre des mondes souvent éloignés, mais liés par des échanges économiques et culturels intenses. Parmi ces civilisations, les Perses, les Arabes et les Grecs ont été des acteurs incontournables dans ce réseau complexe qui a façonné les routes commerciales antiques. Les Perses, avec l'empire achéménide, ont instauré un vaste système routier permettant la communication rapide et sûre à travers des territoires immenses. Cette infrastructure facilitait non seulement le déplacement des armées, mais aussi le commerce des marchandises, dont les épices précieuses comme la cannelle et le poivre, récoltées en Inde ou en Ceylan. Par leur position géographique stratégique, les Perses contrôlaient des passages essentiels entre l'Asie et l'Europe, ce qui leur donnait le pouvoir d'influencer les flux commerciaux. Par ailleurs, la culture perse valorisait la diplomatie et les alliances, favorisant ainsi un climat de stabilité propice aux échanges économiques. Le roi Darius, par exemple, avait un intérêt marqué pour la prospérité commerciale et soutenait les caravanes traversant son empire. Ces caravanes transportèrent des denrées rares qui inspiraient fascination et convoitise à travers tout le bassin méditerranéen. L'artisanat local bénéficiait aussi de cette ouverture, adaptant des techniques venues de l'Orient et créant ainsi des objets d'échange très prisés. Dans le même temps, les Grecs, à travers les conquêtes d'Alexandre le Grand, ont étendu leur influence jusqu'en Inde du Nord, ce qui permit de nouvelles interactions directes entre commerçants grecs et indiens. Cette proximité accrue facilita l'arrivée plus rapide des épices en Méditerranée, renforçant le goût européen pour ces produits rares et coûteux. Les cités grecques de la mer Égée jouaient le rôle de relais où les marchandises orientales étaient reconditionnées et redistribuées vers l'Occident. Les Grecs ont aussi contribué à la diffusion de sciences et de connaissances orientales, y compris en botanique, qui améliorèrent la compréhension des plantes à épices et des méthodes de conservation. Les érudits de cette époque examinaient avec attention les propriétés médicinales des épices, ce qui renforça leur valeur au-delà de l'usage uniquement gastronomique. Le prestige attaché à ces produits précieux augmentait, consolidant leur place dans les rituels et la médecine. Parmi les acteurs majeurs, les Arabes se sont démarqués dès le 7e siècle par la maîtrise de la navigation maritime et des routes commerciales terrestres. Ils ont établi un réseau dense reliant l'Inde, la péninsule arabique et l'Afrique de l'Est. Ce réseau permettait d'acheminer des épices telles que le gingembre,
la cardamome et le clou de girofle vers des ports comme celui de Bassora et plus tard d'autres centres de commerce. Grâce à des techniques de navigation avancées, ils réduisirent considérablement les temps de transport, favorisant ainsi un commerce florissant. Les marchands arabes n'étaient pas seulement des intermédiaires, ils jouaient aussi le rôle de médiateurs culturels, traduisant les textes scientifiques indiens et perses, et partageant ses savoirs avec l'Europe via l'Espagne musulmane et les cités italiennes. Cette transmission de connaissances permit d'élargir la compréhension européenne des épices et de leurs origines, alimentant la curiosité pour les contrées lointaines. Les épices n'étaient plus seulement des marchandises, mais aussi des symboles de prestige et de pouvoir. Les villes commerciales arabes, notamment Bagdad et Damas, devinrent des plaques tournantes où se croisaient marchands, savants et voyageurs. Ces centres cosmopolites favorisaient un échange intellectuel intense, marquant ainsi le rôle des épices dans la création d'un lien culturel entre l'Orient et l'Occident. Le commerce des épices était lié à la fois à des enjeux économiques et à des projets de conquête, les richesses engendrées stimulant la puissance politique de ces villes. Il est également important de mentionner les voies terrestres comme la célèbre route de la soie, qui accueillait non seulement la soie, mais aussi les épices et autres marchandises. Les caravanes empruntant ces itinéraires facilitaient le contact direct entre les producteurs indiens et chinois et les marchés proches de la Méditerranée. Avec le temps, de nombreuses innovations dans le transport, l'emballage et la préservation permirent la conservation des épices sur de longues distances, augmentant leur accessibilité. Au fil du temps, des ententes commerciales et parfois des rivalités émergèrent entre ces civilisations intermédiaires, chacune cherchant à optimiser ses avantages dans cet échange lucratif. La circulation des épices devint un jeu d'équilibre diplomatique où chaque acteur cherchait à protéger ses richesses tout en maximisant ses profits. Cette dynamique complexe illustre à quel point le commerce des épices façonna la géopolitique ancienne. L'impact des Perses, des Arabes et des Grecs dans la diffusion des épices dépasse largement le cadre matériel. Ces civilisations ont permis la création de réseaux durables, favorisant non seulement la circulation des biens, mais aussi celle des idées, des techniques et des langues. Ce tissu d'échange a eu pour effet de rapprocher des cultures autrement distantes, posant les bases des interactions mondiales modernes. Ainsi, la transmission des épices vers l'Europe ne peut être comprise sans reconnaître l'importance de ces ponts intermédiaires. Leurs contributions multiples offrent un éclairage précieux sur la manière dont des produits apparemment exotiques ont intégré les modes de vie européens. Ces anciennes routes commerciales nous rappellent l'interdépendance profonde des sociétés humaines, à travers les âges et la richesse née du dialogue entre civilisations. En suivant les traces laissées par ces peuples, on découvre un monde animé par une soif de découverte et une volonté de commerce qui dépasse les simples échanges matériels. Ces civilisations intermédiaires incarnent une phase essentielle dans le long voyage des épices, un voyage qui ne s'arrête jamais vraiment, mais continue de se transformer au fil des siècles. Leur rôle sera encore plus visible en explorant les nouvelles routes maritimes qui s'ouvriront bientôt, marquant un tournant décisif dans cette histoire fascinante. Les épices dans la société romaine. Les Romains, maîtres de l'Empire méditerranéen, attribuaient aux épices une importance considérable, tant dans leur cuisine que dans leurs pratiques rituelles. Ces substances précieuses, importées de terres lointaines, incarnaient le luxe et la rareté. Leurs usages étaient multiples et révélaient le statut social élevé de ceux qui pouvaient se les offrir. Ainsi, les épices se mêlaient aux saveurs des festins, rehaussaient les mets et parfumaient les banquets prestigieux destinés aux élites romaines. Parmi les épices appréciées figuraient la cannelle, la poivre noire, le cumin, la coriandre et le gingembre, importés principalement d'Inde et d'Arabie. Ces échanges témoignaient d'une économie mondiale naissante, reliant l'Europe à l'Asie par des routes terrestres et maritimes.
Les marchands romains investissaient énormément dans ces voyages périlleux, car le prix des épices était exorbitant. La rareté augmentait leur valeur, créant une véritable fascination de la société romaine pour ces produits venus de l'exotique. Les Romains ne se limitaient pas à consommer ces épices dans leur nourriture. Elles jouaient un rôle clé dans les rites religieux et les cérémonies funéraires. La cannelle, par exemple, servait à purifier l'air selon les croyances de l'époque, tandis que le poivre symbolisait la protection contre les mauvais esprits. Offrir des épices lors d'un sacrifice était une manière d'honorer les dieux et d'assurer la faveur divine. Ces pratiques soulignaient la dimension symbolique de ces ingrédients, bien au-delà de leur qualité gustative. L'accès aux épices n'était pas à la portée de tous. Les aristocrates et les empereurs monopolisaient souvent ces saveurs rares. Par la richesse affichée dans leurs festins, ils renforçaient leur pouvoir et leur prestige. On raconte que Néron, notamment, utilisait la cannelle pour couvrir les odeurs sur ses somptueuses tables. De même, Cicéron mentionnait le poivre comme une marque de raffinement sur les marchés romains. Ces références littéraires participaient à la diffusion de l'image des épices comme produit d'exception. Les épices jouaient également un rôle médical, selon les connaissances de l'époque. La médecine romaine, héritière des savoirs grecs, employait la myrrhe et l'encens pour leurs vertus antiseptiques. Le garum, condiment à base de poissons fermentés, était parfois aromatisé aux épices pour en masquer l'odeur. Ces usages témoignent d'une approche holistique de la vie quotidienne, mêlant alimentation, santé et spiritualité. Ainsi, les Romains voyaient dans les épices un lien entre le corps, la nature et le divin. Sur le plan économique, le commerce des épices créa de puissantes dynasties de commerçants et un appétit croissant pour les territoires d'Asie. L'Empire romain développa des infrastructures portuaires pour faciliter le transit des marchandises. De plus, la sécurisation des voies terrestres vers l'Est fut une priorité. Ces efforts illustrent l'importance stratégique des épices dans la politique romaine, dépassant la simple gourmandise. En favorisant cet échange, Rome pouvait asseoir son influence et sa richesse face aux autres puissances. Le prix élevé des épices faisait qu'elles étaient souvent utilisées en petite quantité, suffisante pour imprégner un plat ou un encens d'une présence marquée. Cela conférait un effet recherché, doublé d'une économie précautionneuse. Des recettes antiques, retrouvées dans certains textes culinaires, indiquent l'emploi minutieux de chaque gramme, preuve d'une maîtrise raffinée. Cette précision traduit un savoir-faire transmis de génération en génération. Précieux témoignage d'une culture gastronomique élaborée. Grâce aux épices, les fêtes romaines prenaient des allures forcément solennelles et colorées. Dans la grande salle des banquets, les arômes se mêlaient aux discussions et aux musiques, invitant à une expérience sensorielle complète. Les convives savouraient plus qu'un repas. Ils participaient à un rituel social et symbolique. Cette atmosphère contribuait à la cohésion de l'élite et jetait un pont entre consommation et pouvoir, où chaque détail comptait pour affirmer la grandeur romaine. L'attrait pour les épices donna lieu à des légendes et des récits fascinants, souvent transmis oralement puis couchés sur papyrus. Ces histoires évoquaient les périples des marchands, les dangers des déserts et des océans, mais aussi la magie supposée de ces plantes rares. Le mystère qui entourait les épices nourrissait leur pouvoir imaginaire. Le respect mêlé de convoitise renforçait leur statut de trésor inestimable et difficile à atteindre, jalousement gardé par les empires du Sud. Cette fascination reste visible dans les vestiges archéologiques. Certains sites romains exhibent des recettes gravées et des récipients correspondant à des contenants d'épices. Ces documents matériels complètent les écrits anciens et permettent de mieux comprendre la place centrale des épices dans la vie quotidienne. De plus,
Leur présence dans les tombes illustre une volonté de prolonger leur usage dans l'au-delà, marquant l'importance spirituelle de ces produits. La recherche archéologique enrichit ainsi le récit historique. À travers les siècles, le lien entre épices et pouvoir chez les Romains souligne un phénomène social plus vaste. L'usage exclusif de ces produits rares consolidait une hiérarchie fondée sur le goût, la richesse et la culture. Les banquets devenaient alors des scènes où s'exprimait une identité collective, valorisée par l'exotisme et le luxe. En contrepoint, la majorité de la population utilisait des herbes locales, moins prestigieuses, mais tout aussi essentielles. Cette dualité reflète les contrastes d'une société complexe. L'héritage romain de l'usage des épices s'est transmis à d'autres cultures européennes, contribuant à l'élaboration de traditions culinaires raffinées. La route des épices a ainsi favorisé un brassage culturel, une circulation des savoirs et des goûts. Ce phénomène prépare le terrain des grandes découvertes ultérieures, où la quête des épices deviendra encore plus intense. L'histoire romaine pose ainsi les fondations d'un commerce mondial qui marquera durablement les interactions entre continents. En suivant ce parcours, on comprend mieux comment un simple ingrédient pouvait bouleverser l'équilibre économique et social d'un empire. L'exclusivité des épices en fit à la fois une ressource précieuse et un symbole de la grandeur romaine. Leur dispersion progressive en Europe se poursuivra, ouvrant la voie à un nouvel âge de découverte, mais aussi d'enjeux commerciaux et politiques majeurs. La prochaine étape nous emmènera alors à travers les voies maritimes qui acheminaient ces trésors aromatiques jusqu'au port méditerranéen. La chute de l'Empire romain et les conséquences sur le commerce des épices. L'effondrement de l'Empire romain fut un tournant majeur dans l'histoire du commerce des épices. Pendant des siècles, Rome avait joué un rôle central dans la distribution de ces produits précieux venus d'Orient. La puissance romaine assurait une stabilité politique et économique essentielle, favorisant les échanges entre l'Inde, l'Arabie et l'Europe. Or, à partir du IXe siècle, cette stabilité fut profondément ébranlée, mettant en péril le réseau commercial. Les raisons de ce déclin sont multiples. Les invasions de peuples dits barbares, comme les Wisigoths, les Vandales et les Huns, fragilisèrent les frontières de l'Empire. Progressivement, les routes autrefois sûres devinrent dangereuses, rendant les caravanes vulnérables aux attaques. Cette insécurité freina le passage des marchandises et augmenta considérablement leurs coûts. Sur le plan économique, le déséquilibre s'aggrava avec la dévaluation de la monnaie romaine. Le denier, autrefois stable, perdit de sa valeur, ce qui compliqua les échanges commerciaux. De surcroît, les élites romaines durent faire face à une baisse de leurs revenus, limitant leurs demandes pour les produits de luxe tels que la cannelle, le poivre ou la noix de muscade. Dans ce contexte, les intermédiaires asiatiques, en particulier les marchands arabes et indiens, ajustèrent leur stratégie. Privés de certains débouchés européens, ils renforcèrent leurs liens commerciaux au sein de l'Asie même, tout en explorant de nouvelles voies maritimes pour contourner les obstacles terrestres. Cela marqua le début d'une transformation dans la dynamique du commerce des épices. Les ports méditerranéens perdirent progressivement leur rôle de centre névralgique. Alexandrie en Égypte, longtemps réputée pour son commerce florissant, fut prise par les Byzantins et confrontée à des conflits internes. Ces mouvements politiques perturbèrent la circulation habituelle des marchandises. En parallèle, Constantinople, malgré ses efforts, ne parvint pas à compenser ces pertes en raison des tensions avec les puissances émergentes. Le commerce des épices se rétracta alors vers des échelles plus locales. Les routes reliant l'Inde à l'Arabie devinrent prioritaires, tandis que l'Occident européen dut s'adapter à une pénurie croissante de ces biens. Les manuscrits et documents de l'époque témoignent d'un regain d'intérêt pour des substituts locaux, mais ceux-ci ne pouvaient rivaliser avec les saveurs et les qualités des épices orientales. Outre l'économie,
Cette période fut marquée par une mutation culturelle importante. La chute de Rome entraîna une diffusion réduite des savoirs géographiques et scientifiques. Les connaissances sur les routes commerciales et les territoires lointains devinrent fragmentaires, accentuant le mystère entourant les origines des épices. Cela contribua à une certaine mythification des régions liées à la production de ces ressources précieuses. L'Église chrétienne elle-même joua un rôle ambigu dans ce contexte. D'une part, elle conserva et transcrivit un certain nombre de textes relatifs aux épices, favorisant leur transmission. D'autre part, le renforcement des pouvoirs ecclésiastiques modifia les priorités en matière de commerce, avec une attention moindre accordée aux produits jugés superflus ou païens. Malgré ces difficultés, plusieurs marchands et voyageurs audacieux maintinrent une activité commerciale entre l'Orient et l'Occident. Ils transitaient par des routes alternatives, notamment via la mer Rouge ou le golfe Persique, esquivant les zones de conflit. Parmi eux, certains comme Cosmas Indicopleustes rapportèrent des observations précieuses sur l'état du commerce et des épices durant cette période. Par ailleurs, la montée en puissance des royaumes francs et le développement des premières entités féodales en Europe occidentale créèrent un environnement plus fermé, mais avec un potentiel de relance à long terme. Le commerce des épices, quoique ralenti, n'avait pas disparu. Il attendait une nouvelle période d'ouverture et d'expansion qui surviendrait avec les grandes explorations à venir. Ainsi, la chute de l'Empire romain ne sonna pas la fin absolue du commerce des épices, mais imposa une réorganisation profonde du système. Ces bouleversements jetèrent les bases d'une transformation majeure des routes commerciales, avec un déplacement progressif vers le commerce maritime et la montée en influence de nouvelles puissances. L'ampleur des pertes eurent néanmoins un impact durable sur la consommation et la perception de ces produits en Europe. C'est dans ce contexte complexe que les acteurs du commerce et les sociétés européennes durent repenser leurs relations à l'Orient. La recherche de nouvelles voies d'accès aux épices devint un moteur puissant pour les ambitions politiques et économiques futures. Cette étape critique ouvrit la porte à une redéfinition du commerce mondial, qui allait se concrétiser pleinement dans les siècles suivants. Les traces de cette période sont encore visibles dans les récits médiévaux et les manuscrits commerciaux de l'époque, riches en détails sur les obstacles rencontrés. Ils montrent une Europe en quête de stabilité et de renouveau, cherchant à restaurer ses liens avec les marchés lointains autrefois si florissants. C'est là une page essentielle pour comprendre les transformations ultérieures dans l'histoire des épices. Progressivement, les grandes découvertes maritimes des XVe et XVIe siècles offriront des alternatives nouvelles, mais le chemin fut long et parsemé d'embûches. Le déclin initial lié à la chute de Rome reste un épisode fondamental pour saisir la fragilité des systèmes commerciaux face aux changements politiques et sociaux. En somme, cette période nous révèle combien le commerce des épices fut à la fois objet de convoitise et victime des crises majeures qui secouèrent l'Europe. L'adaptation permanente, la résilience des marchands et l'évolution des réseaux furent essentielles pour assurer la survie de ce commerce si précieux. C'est cette histoire de transition qui forgea les bases d'une mondialisation des échanges durant le Moyen-Âge et au-delà. Dans cette continuité, nous verrons comment les grandes familles commerciales italiennes s'emparèrent de ces enjeux, transformant la manière dont les épices étaient acheminées vers l'Europe occidentale, annonçant un nouveau chapitre dans cette passionnante aventure, l'âge d'or des marchands arabes. À l'époque où les routes commerciales de l'Antiquité s'effaçaient devant de nouveaux échanges, les marchands arabes émergeaient comme des acteurs incontournables dans le commerce des épices. Leurs caravansérails s'étiraient le long des dunes, traversant des déserts impitoyables pour relier l'Inde fertile au marché florissant d'Europe. Cette période marque ce que certains appellent l'âge d'or des marchands arabes, un temps où leur savoir-faire et leur persévérance façonneront durablement l'histoire du commerce mondial. Leur domination reposait sur une combinaison unique de compétences maritimes et terrestres,
À la fois marins aguerris et maîtres des caravanes, ces commerçants contrôlaient avec rigueur un réseau complexe. En provenance de ports tels que Mascate et Aden, leurs navires voguaient vers les côtes indiennes, véritables entrepôts naturels de précieuses épices, comme la cannelle, le poivre et le gingembre. De là, les marchandises étaient acheminées à travers des routes terrestres ancestrales vers les villes marchandes du Moyen-Orient. Ce contrôle rigoureux de la chaîne d'approvisionnement n'était pas l'œuvre du hasard. Les familles marchandes, souvent regroupées en confréries, entretenaient un strict secret sur les itinéraires et les techniques de navigation, assurant ainsi leur monopole face à la concurrence. Elles employaient également des connaissances détaillées des phénomènes naturels, anticipant les moindres caprices de la mousson, essentielle pour la traversée du golfe d'Oman. Grâce à cette maîtrise, les épices arrivaient fraîches et en grande quantité sur les marchés. Par ailleurs, leur position géographique stratégique au carrefour entre l'Orient et l'Occident leur permettait d'exercer une influence considérable. Les villes portuaires arabes servaient de plaques tournantes où les épices étaient stockées, triées et revendues. Cette étape de commercialisation donnait aux marchands une marge de manœuvre financière importante, leur permettant d'investir dans des navires toujours plus grands et résistants, adaptés aux exigences du commerce à longue distance. Le commerce des épices, bien loin d'être un simple échange de biens, s'inscrivait dans un contexte culturel et scientifique riche. Les Arabes, en véritables passeurs de savoir, traduisirent et enrichirent les connaissances botaniques et médicales liées aux plantes exotiques importées. Ainsi, la diffusion des épices allait de pair avec celle de connaissances cruciales sur leurs vertus curatives ou culinaires. Cette dimension intellectuelle renforçait leur rôle bien au-delà du simple négoce. Il est également important de souligner la dimension sociale de cette activité commerciale. Les marchands arabes étaient souvent des personnages respectés dans leur communauté, dotés d'un sens aigu de l'organisation et d'une grande habileté diplomatique. Ces qualités leur permettaient de négocier non seulement avec des souverains locaux, mais aussi avec des chefs de caravanes et des responsables portuaires. Cette aptitude à créer des alliances stratégiques assurait la pérennité de leurs routes commerciales souvent dangereuses. Leurs échanges ne se limitèrent pas aux épices. En effet, ils transportaient également des tissus précieux, des pierres rares, ainsi que des denrées alimentaires aux exotiques. Cette diversité commerciale favorisait une interconnexion entre différentes cultures, facilitant la circulation d'objets d'art, d'idées religieuses et philosophiques. Ces interactions furent déterminantes pour enrichir les sociétés méditerranéennes et européennes en particulier, avivant la curiosité pour des terres lointaines. La confiance entre partenaires commerciaux se construisait sur des règles strictes, souvent régies par le droit islamique qui encadrait les contrats, les garanties et les sanctions en cas de manquement. Cette rigueur juridique créait un climat favorable aux affaires, limitant les risques d'escroquerie et de détournement des marchandises. Cette organisation efficace faisait des marchands arabes des interlocuteurs fiables aux yeux des puissances européennes émergentes. L'importance des marchés, tels que celui de Suez ou de Bassora, ne peut pas être sous-estimée. Ces ports étaient des lieux d'échange incontournables où convergeaient les caravanes d'Arabie, d'Inde et d'Afrique. La gestion des cargaisons nécessitait une logistique avancée, comprenant entreposage, évaluation de la qualité et négociation des prix. Les marchands arabes avaient ainsi développé une expertise pointue dans plusieurs domaines, allant du commerce à la finance. La navigation, quant à elle, bénéficiait de perfectionnements techniques notables. L'usage du compas magnétique, introduit en mer Rouge, révolutionna la direction des voyages. De même, la connaissance des étoiles et des vents fut affinée pour traverser en toute sécurité l'océan Indien. Ces innovations permirent aux Arabes de réduire considérablement les temps de transport, augmentant la fréquence des échanges et la disponibilité des épices en Europe.
Plusieurs personnalités influentes incarnèrent cet âge d'or, comme Ahmad ibn Majid, célèbre navigateur originaire de la péninsule arabique. Ses récits et ses traités de navigation constituaient des manuels précieux pour les générations suivantes. Les exploits de ces marins étaient souvent racontés dans les marchés et les caravanes, inspirant respect et admiration. Ils symbolaient la maîtrise technique et commerciale atteinte par les marchands arabes. Le commerce des épices constituait aussi un facteur géopolitique majeur. Les cités portuaires arabes jouaient un rôle de médiateur entre les différentes puissances, notamment entre l'Empire ottoman et les royaumes européens. Cette position centrale conférait aux marchands un pouvoir d'influence qu'ils exploitaient habilement pour défendre leurs privilèges et s'implanter durablement sur les routes internationales. Les négociations diplomatiques accompagnaient fréquemment les échanges commerciaux. Il faut aussi considérer les défis imposés par les territoires traversés. Les dangers naturels, comme les tempêtes de sable, les pirates en mer et les conflits locaux ne manquaient pas. Les marchands et leurs caravanes devaient constamment s'adapter, parfois négociant des droits de passage ou formant des alliances avec des tribus nomades. Cette réalité mettait en lumière leur capacité à conjuguer audace, prudence et flexibilité dans un environnement instable. Ces échanges permirent de faire connaître les épices à des populations européennes, souvent séduites non seulement par leurs arômes uniques, mais aussi par leurs usages médicinaux. Le poivre, par exemple, devint un produit recherché non seulement pour relever les plats, mais aussi pour ses propriétés conservatrices. La cannelle et le clou de girofle, quant à eux, furent utilisés dans diverses préparations pharmaceutiques. Ainsi, le commerce arabe ouvrit la voie à une nouvelle appréciation des richesses végétales. À travers cette route marchande se dessine aussi une histoire de rencontres interculturelles. Marchands, marins et voyageurs échangeaient langues, traditions et savoirs. La coexistence et les échanges pacifiques furent la marque de cette époque, favorisant un brassage intellectuel souvent méconnu. Le rôle des marchands arabes dépasse ainsi la simple transaction économique. Ils furent des vecteurs de dialogue entre civilisations. Ce commerce atteignit son apogée entre les 9e et 15e siècles, avant que les grandes découvertes maritimes européennes ne bouleversent l'ordre établi. Malgré ces changements, l'héritage des marchands arabes perdura, formant une base solide pour les futurs échanges globaux. Leur contribution à la diffusion des épices reste une étape clé de l'histoire, celle d'un commerce organisé, rigoureux et empreint d'une profonde humanité. En somme, l'âge d'or des marchands arabes se caractérise par la maîtrise d'un réseau commercial exceptionnel liant l'Inde à l'Europe à travers le Moyen-Orient. Leur habileté à marier innovation technologique, sens des affaires et diplomatie contribua à bâtir un commerce florissant de plusieurs siècles. Cette période est une illustration remarquable de la place centrale des marchands arabes dans la transmission des richesses et des connaissances entre l'Orient et l'Occident, préparant ainsi la transition vers les découvertes maritimes qui suivront. Au-delà des épices mêmes, leur influence façonna durablement le paysage économique et culturel de l'époque et esquissa les premières formes du marché mondial. Cette histoire se poursuit avec les Européens, récemment pénétrés dans ce commerce, cherchant leurs propres routes et méthodes, sur fond de rivalité et d'ambitions nouvelles. Les croisades et leur impact sur la connaissance des épices en Europe. Les croisades, vastes expéditions militaires et religieuses entreprises entre le XIe et le XIIIe siècle, ont profondément influencé plusieurs domaines, dont le commerce des épices en Europe. À cette époque, les croisades permirent aux Européens de renouer avec des territoires lointains, riches en produits rares et parfumés. Ainsi, le contact direct avec les cultures orientales favorisa la redécouverte et la diffusion d'épices, jusqu'alors peu ou mal connues en Europe occidentale. Ces voyages furent à la fois une aventure spirituelle et un tremplin économique important,
suscitant un engouement croissant pour les aromates exotiques. L'intérêt pour les épices ne fut pas uniquement motivé par leur saveur, mais aussi par leurs propriétés médicinales et conservatrices, largement valorisées à l'époque. Les chroniqueurs des croisades mentionnent fréquemment la présence de la cannelle, du clou de girofle, du poivre noir et de la muscade parmi les biens précieux rapportés. Ces épices provenaient principalement d'Inde et des îles situées au-delà, accessibles grâce à la navigation et aux routes terrestres contrôlées par des États et des marchands de diverses origines, notamment arabes et perses. Le commerce se révéla être un élément clé du succès des croisades sur le plan matériel. Parmi les figures marquantes, on compte des marchands comme Marco Polo. Bien que ses voyages soient postérieurs aux premières croisades, son récit illustre magnifiquement la fascination européenne pour les épices orientales. Durant les croisades, des personnages moins connus jouèrent un rôle semblable en facilitant les échanges entre l'Orient et l'Occident, souvent à travers des réseaux marchands bien établis en Méditerranée. Ces intermédiaires adaptèrent les épices au goût européen et, parfois, expérimentèrent avec des mélanges et des recettes, ouvrant ainsi la voie à une transformation culinaire. Les villes italiennes telles que Venise et Gênes devinrent des plaques tournantes du commerce des épices. Elles tirèrent parti de leur position géographique et de leur flotte pour organiser des convois sécurisés qui acheminaient les produits précieux de l'Orient vers l'Europe. À Venise, les entrepôts regorgeaient de sacs de poivre et de caisses de cannelle qui suscitaient une grande curiosité parmi les habitants, et parfois une véritable passion. Le mouvement des croisés coïncida avec une intensification des échanges commerciaux, engendrant une mutation notable dans la consommation des épices, alors réservées aux élites, désormais accessibles à une couche plus large. L'histoire sociale révèle que l'augmentation de la disponibilité des épices modifia les habitudes alimentaires, particulièrement dans les cours royales et chez la noblesse. Le poivre, jadis inconnu ou réservé aux cérémonies religieuses, devint un élément régulier des festins, contribuant à la surprise et au plaisir des convives. Par ailleurs, certaines épices furent employées pour masquer les saveurs des aliments moins frais, une pratique courante avant l'apparition des techniques modernes de conservation. De plus, des panacées furent inventés grâce à leur prétendue efficacité dans la médecine traditionnelle. Les échanges avec les mondes arabes et byzantins, alliés parfois voire adversaires des croisés, permirent la transmission de connaissances approfondies sur la culture, les propriétés et l'origine des épices. Ces interactions renforcèrent les savoirs botaniques et culinaires. Les manuscrits traduits en latin, dont certains conservés dans des bibliothèques médiévales, témoignent d'un intérêt croissant des érudits pour les épices, révélant un lien étroit entre commerce et science. Ainsi, le prestige des épices grandit, accompagné d'une curiosité intellectuelle qui valorisait leur origine et leur rôle dans la culture. La demande accrue amena les marchands à chercher des routes plus directes et efficaces pour approvisionner l'Europe. Ils explorèrent de nouvelles voies maritimes et terrestres, stimulant un progrès important dans la cartographie et la navigation. Ces innovations furent motivées par la volonté de contourner les taxes et les monopoles qui freinaient le commerce et augmentaient les prix. De fait, l'intérêt suscité par les épices provoqua un changement significatif dans les pratiques commerciales et dans la dynamique économique de toute la région méditerranéenne. L'impact des croisades fut aussi sensible dans la langue et la culture européenne. De nombreux mots relatifs aux épices dérivent des langues orientales, traduisant l'enrichissement lexical engendré par ces contacts. Des expressions apparurent, témoignant d'une nouvelle réalité sensorielle et gustative dans le quotidien des habitants d'Europe. Le rôle des épices dépassa ainsi le simple cadre alimentaire pour s'inscrire dans un univers symbolique, religieux et social, participant à la construction de la civilisation occidentale médiévale. Enfin, l'effet prolongé des croisades sur la route des épices
ne se limita pas à la période même des expéditions. Elles préparèrent le terrain pour les grandes découvertes maritimes des siècles suivants, lorsque les Européens cherchèrent à contrôler eux-mêmes les sources d'approvisionnement en évitant les intermédiaires. Ce long processus aboutit à la colonisation et à la mondialisation du commerce des épices. Mais ses racines se trouvent bien dans l'époque des croisades et dans l'ouverture vers l'Orient qu'elles permirent. Ainsi, le passage par l'Orient marqué par les croisades modifia durablement la connaissance, l'accès et la perception des épices en Europe. Cette époque vit l'émergence d'un commerce florissant qui influença la culture, l'économie et la science. Le voyage des épices à travers les routes nouvellement ouvertes engagea une transformation profonde qui allait se poursuivre dans les chapitres suivants de cette histoire fascinante. Nous allons maintenant explorer comment ces évolutions conduisirent aux premières grandes explorations maritimes vers l'Inde et au-delà. L'émergence des grandes explorations maritimes européennes. Au commencement du XVe siècle, l'Europe connaissait un profond bouleversement. Les royaumes s'efforçaient de trouver de nouvelles voies commerciales pour accéder aux richesses orientales, principalement aux fameuses épices, qui embellissaient leur cuisine et permettaient de conserver les aliments. Ces épices, telles que la cannelle, le poivre, le clou de girofle et la muscade, provenaient essentiellement de l'Inde et des îles situées à l'est. Or, les routes terrestres traditionnelles, contrôlées par de puissants empires comme l'Empire ottoman, limitaient l'accès direct et rendaient les marchandises extrêmement coûteuses. Les États européens, notamment le Portugal, la Castille, la couronne d'Aragon et plus tard l'Angleterre et la Hollande, furent animés par une soif d'exploration et de conquête commerciale. Ils cherchaient des moyens de contourner les intermédiaires. La perspective d'ouvrir une route maritime directe vers l'Inde devenait un enjeu politique et économique de premier plan. Ces explorations n'étaient pas seulement motivées par l'appât du gain, mais aussi par la volonté d'acquérir un avantage stratégique sur leurs rivaux continentaux. La géographie de l'époque présentait un défi immense. Connaissant mal les océans au-delà des côtes européennes, les Portugais furent parmi les premiers à engager des expéditions maritimes ambitieuses. En 147, le prince Henri le Navigateur envoya plusieurs caravelles le long des côtes africaines. Commença ainsi la longue conquête des littoraux d'Afrique, et ce n'était qu'une étape avant d'atteindre la mer des Indes. La cour portugaise investit dans l'amélioration de la construction navale et la cartographie, encourageant les pilotes à s'aventurer au-delà des zones connues. Au Afrique occidentale, les explorateurs progressèrent vers le sud, contournant progressivement l'extrémité du continent appelé Cap Bojador. Malgré des récits terrifiants sur des mers dangereuses et des monstres marins, ces marins courageux repoussèrent leurs limites. 148 fut une année charnière, car Bartholomew Dias franchit le cap des tempêtes, que le roi portugais transforma rapidement en cap de Bonne-Espérance, symbole d'un nouvel espoir pour une route vers l'Orient. Ainsi, une navigation continue le long des côtes africaines ouvrit la voie à la première liaison maritime, directe entre l'Europe et l'Inde. Cette route allait révolutionner le commerce mondial, réduisant le coût et le temps de transport. Les Portugais envoyant désormais leurs navires plus loin. Jusqu'à ce qu'en 1489, Vasco de Gama atteigne la côte sud-ouest de l'Inde, à Calicut. Ce fut un événement historique, marquant l'ouverture officielle d'un corridor entre deux mondes auparavant séparés. La nouvelle se répandit rapidement en Europe, suscitant admiration et convoitise. D'autres puissances maritimes, comme l'Espagne, entendirent rivaliser avec les Portugais. Motivés par la volonté politique et religieuse de trouver une alternative au passage africain emprunté par leurs voisins, l'Espagne investit dans de nouvelles expéditions. En 1482, Christophe Colomb, à la recherche d'une route occidentale vers les Indes, navigua vers l'ouest, atteignant finalement ce que l'on nommerait les Amériques, un continent jusqu'alors inconnu des Européens.
Cette découverte imprévue bouleversa les cartes et élargit considérablement la sphère d'exploration européenne. Les nouveaux territoires offrèrent des produits exotiques ainsi que de nouvelles perspectives pour l'expansion des empires européens. Cependant, le but principal restait de sécuriser l'accès direct aux sources d'épices, en contournant les routes terrestres longues et périlleuses, souvent sujettes à l'hostilité des puissances marchandes. Parallèlement à ces navigateurs singuliers, plusieurs figures essentielles émergèrent, portées par leur vision et leur détermination. Ferdinand de Magellan, navigateur portugais engagé par la couronne espagnole, entreprit un voyage qui devait montrer la rondeur de la terre et établir définitivement une voie maritime reliant l'Europe à l'Asie par l'ouest. Son expédition, débutant en 1519, deviendrait la première circumnavigation connue, même si Magellan ne survécut pas au voyage. Dans le même temps, l'utilisation croissante des cartographes, comme Gerardus Mercator, permit d'améliorer la précision des cartes maritimes. Ces innovations furent essentielles pour guider les explorateurs à travers des eaux jusque-là fort mystérieuses, favorisant les échanges commerciaux et culturels. Ainsi, les expéditions européennes marquèrent le début d'une nouvelle ère, où la connaissance géographique devenait un véritable atout politique. La concurrence entre nations engendra également des conflits et des alliances improbables. Portugal, Espagne, Angleterre et Hollande cherchaient tous à établir des comptoirs commerciaux, fortifier leur position et contrôler les routes stratégiques. L'importance accrue des ports comme Lisbonne, Séville ou Anvers témoigne de ce dynamisme commercial, avec le commerce des épices au cœur de ces échanges. Cette quête n'était pas sans conséquence pour les populations autochtones des terres explorées. Les échanges culturels se multiplièrent, mais aussi les tensions et les conquêtes coloniales. Cette nouvelle phase d'histoire européenne annonce à la fois la mondialisation économique et le début de conflits qui façonneront le monde moderne. Le commerce des épices devient ainsi à la fois une source de richesse et un facteur déclencheur d'une reconfiguration géopolitique majeure. Les marchands européens utilisaient des navires de taille variée, adaptés aux longs voyages en mer. Les caravelles, avec leurs voiles latines maniables, permettaient de naviguer près du vent. Plus tard, les galions équipés pour le transport de marchandises deviennent le standard. Ces avancées renforçaient la capacité à maintenir des routes régulières, indispensables pour fournir les demandes croissantes du marché européen. Les récits de ces voyages, souvent consignés dans les journaux de bord ou retranscrits par des historiens et chroniqueurs, captivaient l'imaginaire collectif. Ils nourrissaient aussi un engouement pour les territoires lointains et leurs richesses insoupçonnées. Cette passion influence durablement les mentalités, incitant les Européens à regarder au-delà de leurs frontières, avec une curiosité jamais rencontrée auparavant. Ainsi, la quête des épices par les grandes explorations maritimes européennes symbolise une période charnière de l'histoire, mêlant découverte, commerce, rivalité et innovation. La recherche d'une route directe vers l'Inde animait les ambitions royales et façonnait le profil des puissances émergentes. Ce contexte pose les bases de la globalisation naissante, dont les traces perdurent encore aujourd'hui. En conclusion, cette époque d'intense exploration maritime ouvre la voie à de nouvelles interactions entre continents, modifiant profondément le cours des échanges économiques et culturels dans le monde. La poursuite des routes des épices engage dès lors les nations européennes dans un rôle prépondérant à l'échelle mondiale, préparant naturellement le terrain pour les développements ultérieurs que nous étudierons dans la suite de cette histoire. Le commerce colonial et la domination européenne des épices. Au commencement du XVIe siècle, les puissances européennes lancèrent une quête ambitieuse pour maîtriser les routes des épices. Ces aromates précieux, originaires principalement de l'Inde et des îles Moluques, étaient devenus monnaie d'échange et symbole de pouvoir économique. Les Portugais, sous la conduite d'hommes tels qu'Afonso de Albuquerque, installèrent des comptoirs stratégiques à Goa et Malacca.
Leur objectif était clair: contrôler directement la source des épices, pour éliminer les intermédiaires arabes et vénitiens qui jusque-là dominaient ce commerce lucratif. La conquête ne fut pas seulement militaire. Elle s'accompagna d'une colonisation menée par des administrateurs et des marchands venus d'Europe. Les Hollandais les suivirent, organisant la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, fondée en 1602. Grâce à une flotte imposante et à une organisation rigoureuse, ils s'emparèrent des îles aux épices, notamment Banda, assurant un monopole presque total. Cette domination maritime bouleversa les économies locales, transformant des sociétés jusqu'alors indépendantes en territoires exploités. La culture traditionnelle des épices fut souvent remplacée par des plantations intensives sous contrôle étranger. L'impact social de cette conquête fut considérable. Les populations indigènes subirent de fortes pressions, notamment par l'imposition de systèmes de travail forcés et la restriction des échanges traditionnels. Les Européens imposèrent des lois qui favorisaient leurs intérêts, provoquant des révoltes que les colonisateurs écrasèrent sans hésitation. Ce contrôle des épices permit aux métropoles européennes d'amasser des richesses colossales. Ces flux financiers stimulèrent le développement de leurs économies et favorisèrent l'expansion de leurs empires coloniaux dans d'autres régions du monde. Parallèlement, l'accès direct aux épices modifia les habitudes alimentaires et médicinales en Europe. Le poivre, la cannelle, la muscade et le clou de girofle devinrent des denrées prisées par la noblesse et la bourgeoisie. Ce commerce fut à l'origine d'une dynamique d'échange plus intense entre l'Orient et l'Occident, favorisant aussi le transfert de connaissances et de technologies. Pourtant, cette prospérité reposait sur une exploitation inégale et souvent brutale des territoires colonisés et de leurs habitants. La recherche du profit poussa certains marchands à adopter des pratiques sévères, générant de profondes tensions. L'histoire de figures comme Jan Pieterszoon Cohen illustre cette dynamique. Gouverneur des Indes orientales néerlandaises, il fut un acteur clé de la prise de contrôle des îles aux épices. Sous son commandement, la VOC adopta des stratégies agressives pour asseoir son monopole, allant parfois jusqu'au massacre des populations locales pour éliminer toute concurrence. Sa politique reflète le dilemme moral de cette époque. Aspiration économique et stratégie impérialiste au détriment des droits humains. Ces événements montrent comment le commerce des épices dépassa le simple échange commercial pour devenir un vecteur de domination politique. Dans les ports indiens et malais, l'arrivée des Européens bouleversa les réseaux commerciaux anciens. Les marchands arabes, indiens et chinois virent leur influence diminuer au profit de compagnies européennes organisées en véritables sociétés commerciales puissantes et disciplinées. En s'appuyant sur des accords avec des élites locales souvent divisées, les Européens parvinrent à consolider leur position. Cette transformation était aussi culturelle, car l'introduction de nouvelles institutions juridiques et administratives modifia profondément le paysage social des régions concernées. Les conséquences économiques ne se limitaient pas aux régions productrices. En Europe, les prix des épices oscillèrent en fonction des réussites et échecs des expéditions coloniales. Les cours pouvaient atteindre des sommets vertigineux, provoquant spéculation et tensions commerciales. Le commerce des épices contribua ainsi à l'essor du capitalisme marchand. Les profits tirés financèrent aussi le développement de navires plus performants, favorisant l'expansion vers d'autres continents. Ainsi, une simple herbe, échappée des terres tropicales, devint le levier d'une transformation globale. Le contrôle des sources d'épices s'inscrivit dans un cadre plus large de rivalité impitoyable entre nations européennes. Français, Anglais et Espagnols cherchèrent à prendre leur part du gâteau colonial, multipliant les alliances et les conflits. Ces luttes maritimes se déroulèrent souvent loin des regards européens, dans des mers lointaines où se jouait le destin des empires. Par exemple, les Anglais fondèrent la Compagnie des Indes orientales
en 1660 pour concurrencer les Hollandais. Ces oppositions renforcèrent un climat d'instabilité qui allait marquer plusieurs décennies de l'histoire coloniale. Au-delà des enjeux économiques, cette phase de colonisation introduisit des transformations profondes dans les sociétés locales. Les cultures traditionnelles furent parfois marginalisées au profit de cultures destinées à l'exportation. Les modes de vie subirent des pressions liées aux exigences coloniaux et aux nouvelles productions. Parallèlement, certaines populations profitèrent d'opportunités nouvelles, devenant intermédiaires dans le commerce ou adoptant des rôles administratifs. Ce mélange créa des sociétés hybrides, marquées par la coexistence de traditions anciennes et d'influences européennes. Les archives commerciales et les récits de voyage de cette époque fournissent un regard précieux sur cette période parsemée de tensions et d'échanges. Ils révèlent aussi l'adaptabilité des acteurs locaux. Certains négociant habilement avec les Européens, tandis que d'autres tentaient de préserver leur autonomie. Cette complexité humaine dépasse la simple vision du conquérant contre le colonisé, soulignant la diversité des expériences vécues. L'étude détaillée des documents montre que la colonisation des épices fut un phénomène multidimensionnel, mêlant enjeux économiques, politiques, sociaux et culturels. À mesure que la domination européenne s'affirma, les routes maritimes se stabilisèrent, donnant naissance à un réseau commercial mondial qui perdura plusieurs siècles. Ce système permit d'intégrer de manière inédite des régions auparavant isolées dans une économie globale. Cette interconnexion eut des effets durables, préparant le terrain pour les mutations économiques et politiques des temps modernes. Elle influença également la géopolitique, car la possession des routes aux épices devint un enjeu vital pour les États européens aspirant à la suprématie mondiale. Cependant, cette exploitation intensive provoqua aussi des déséquilibres. La surproduction, les guerres commerciales, les monopoles et les révoltes laissèrent des traces profondes dans les colonies. Parfois, ces tensions débouchèrent sur des changements politiques majeurs ou des réorientations économiques. Les Européens durent régulièrement s'adapter à ces défis, modifiant leur stratégie pour maintenir leur contrôle. Ces évolutions montrent la nature dynamique et souvent conflictuelle de la domination coloniale dans le commerce des épices. En conclusion, le contrôle des épices par les Européens fut bien plus qu'une simple affaire commerciale. Il s'agissait d'une entreprise de grande envergure, mêlant conquête militaire, domination politique et transformation sociale. Cette histoire complexe éclaire les conditions de la mondialisation naissante et les racines d'un ordre économique et politique qui allait façonner les siècles suivants. La maîtrise des épices en Indo-Pacifique fut une première étape cruciale dans ce processus, dont les répercussions se font sentir jusqu'à aujourd'hui. C'est en partant de cette époque de changement profond que se dessinent les contours des interactions entre Europe et Asie dans les siècles suivants. Cette période prépare le terrain pour les évolutions qui seront abordées dans la dernière partie de cette histoire, où les enjeux évolueront vers des formes nouvelles d'impérialisme et de résistance locale. La suite nous conduira ainsi à comprendre comment ces dynamiques complexes influencèrent les relations mondiales jusqu'à l'ère moderne. Héritage contemporain des épices dans la culture européenne. Les épices, longtemps considérées comme de simples ingrédients pour rehausser les saveurs des plats, occupent en réalité un rôle bien plus profond dans l'histoire et la culture européenne. Leur héritage, tissé au fil des siècles, continue de façonner les traditions culinaires et sociales de nombreux pays. En Europe, le parfum du poivre noir, la chaleur de la cannelle ou la douceur du clou de girofle rappellent des routes anciennes et des échanges lointains qui ont enrichi le continent bien au-delà de l'assiette. Il est intéressant de noter que les épices ont souvent été perçues comme des symboles de statut et de richesse. Durant la Renaissance, par exemple, les cours royales rivalisaient pour accaparer les meilleures épices, témoignant ainsi de leur pouvoir économique et social. Ces produits précieux circulaient dans des réseaux commerciaux complexes,
reliant les ports méditerranéens au comptoir d'Asie, notamment l'Inde, véritable berceau originel de nombreuses épices. Aujourd'hui, leur usage s'est démocratisé, mais conserve une valeur symbolique dans la gastronomie. En France, la tradition des herbes de Provence ou des mélanges d'épices destinés à la préparation de plats régionaux rappelle cette influence indienne à travers les siècles. Le curry, bien qu'identifié à la cuisine asiatique, s'insère de manière naturelle dans des recettes modernes européennes, illustrant ce mélange culturel. Au-delà de la cuisine, les épices participent aussi à des rituels sociaux et religieux. Dans certaines régions d'Europe, la cannelle est encore utilisée lors des fêtes de fin d'année, souvent dans la confection de pain d'épices ou de boissons chaudes. Ces usages perpétuent un lien avec le passé tout en s'adaptant au goût contemporain, tissant un récit continu entre ancien et moderne, Orient et Occident. Il convient également de souligner l'impact économique de ces échanges, qui ont contribué à la naissance de grandes compagnies commerciales. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, par exemple, a fondé sa prospérité sur le monopole des épices, transformant non seulement l'économie européenne, mais aussi la géopolitique mondiale. Ces entreprises énergisaient les économies locales et ouvraient la voie à la mondialisation des produits alimentaires que nous connaissons aujourd'hui. Dans un monde où la rapidité et la simplicité priment souvent, les épices invitent encore à la patience et à la découverte. Chaque grain, chaque poudre renferme une histoire millénaire et un savoir-faire transmis de génération en génération. L'acte de cuisiner avec ces ingrédients devient alors un lien vivant avec le passé, une façon tangible d'honorer ces routes maritimes et terrestres qui ont remodelé le monde. Leur présence dans les cuisines de nos jours montre une adaptation constante à la diversité des goûts et des cultures. L'intégration des épices dans des plats européens, traditionnels ou modernes, révèle un dialogue continu entre héritage et innovation. C'est cette capacité d'adaptation qui garantit la pérennité de leur usage et leur importance culturelle au sein de notre société. Enfin, les épices ont également trouvé leur place dans des industries connexes telles que la parfumerie ou la médecine traditionnelle. Certaines plantes aromatiques originaires d'Inde ont inspiré des formulations utilisées encore aujourd'hui en cosmétique, preuve de leur richesse au-delà de l'alimentation. Ce patrimoine immatériel témoigne d'une longue histoire d'échanges scientifiques et techniques entre continents. Ainsi, le voyage des épices de l'Inde à l'Europe transcende le simple commerce pour devenir une véritable aventure culturelle. Leur influence s'étend de la cuisine aux coutumes, des économies au savoir-faire ancien. Cet héritage continue de s'écrire chaque jour dans les gestes quotidiens, nourrissant une relation unique entre nature, histoire et société européenne. Ce récit silencieux des épices invite à une réflexion sur le pouvoir des échanges interculturels et la manière dont des objets apparemment simples peuvent révéler la complexité de notre histoire commune. En savourant un plat relevé par ces aromates, nous participons à une tradition pluriséculaire, témoignage de rencontres humaines et de partage. Ce legs est vivant, il continue de nous inspirer et de façonner notre identité culinaire. Comme pour conclure ce long périple, il convient d'apprécier la simplicité salutaire de ces éléments naturels désormais devenus familiers. Le poivre, la muscade, la cardamome ou le safran sont autant de cailloux blancs sur la carte d'un monde interconnecté. Leur discrète présence est une invitation à découvrir plus profondément l'histoire qu'ils racontent, à écouter le murmure des cultures entrelacées. Leur intégration dans la vie quotidienne atteste aussi d'une certaine sagesse collective, un équilibre entre tradition et modernité. Alors que certaines techniques disparaissent, les saveurs ancestrales restent omniprésentes, témoignant d'un dialogue permanent entre passé et présent qui ne cesse d'enrichir l'Europe. Ce processus souligne l'importance de la mémoire culturelle dans la construction de notre avenir. Dans cette perspective,
Reconnaître la place des épices dans l'identité européenne permet d'embrasser la variété et la richesse des influences venues de loin. Cela ouvre la voie à une meilleure compréhension des liens qui unissent les peuples, par-delà les frontières et les époques. La simple dégustation devient alors un acte d'appréciation, un pont entre les continents et les traditions. Ce lien culturel, vivant et évolutif, invite à une vigilance renouvelée face aux transformations du monde contemporain. Protéger cet héritage, c'est aussi préserver les savoirs anciens et la diversité des goûts. C'est reconnaître que le chemin des épices n'est pas seulement un trajet commercial, mais une histoire humaine, faite de rencontres, d'échanges et de partages durables. Ainsi, l'utilisation quotidienne des épices dans nos cuisines est un hommage silencieux à ces voyages historiques. Elle nous enseigne la patience, la curiosité et le respect des différences. Qualité essentielle dans un monde en perpétuel mouvement. À travers cet héritage, c'est une part du visage mondial qui se révèle à chaque repas, discrète mais essentielle. En gardant cette idée présente, nous pouvons mieux apprécier le rôle fondamental des épices dans la construction des identités culinaires européennes, mais aussi dans l'expression de la diversité culturelle qui nous caractérise. Leur histoire invite à une ouverture, un voyage intérieur qui continue bien après la dégustation, concluant ainsi ce parcours tranquille et inspirant. À présent, après avoir exploré ce lien profond entre les épices indiennes et la culture européenne contemporaine, le récit peut doucement s'orienter vers des horizons nouveaux, poursuivant l'exploration de l'influence des échanges entre continents, dans d'autres domaines de la civilisation.